8h33, c'est un moment que vous retrouvez tous les jours, que vous aimez, et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs à écouter ou à regarder ce moment, cette interview politique entre 8h30 et 9h sur Sud Radio. Ce matin, nous recevons Sylvain Maillard, député de Paris, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, 70 rassemblements dans toute la France hier, 182 000 personnes selon les préfectures de police dans toute la France, 105 000 personnes à Paris, marche contre l'antisémitisme, marche civique, un succès pour la République. Oui, c'est un succès pour la République, en tout cas c'est un sursaut. Nous avons défilé hier pour la République contre l'antisémitisme. C'est une manifestation qui s'est organisée en très peu de temps à un appel de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, à l'appel de Gérard Larcher, le président du Sénat, en très peu de temps. Et moi, je suis extrêmement satisfait de voir autant de Français, partout en France, à Paris, bien sûr, mais partout en France, des Français qui se sont mobilisés en disant stop à l'antisémitisme. On sait ce que c'est que l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est le début du délitement de notre République. C'est quelque chose de parfaitement identifié. Nous devons dire non, nous devons dire stop. Je crois que c'est un sursaut fort qui a été fait hier par les Français. Une marche et maintenant une démarche, disait hier le président du Sénat. Et maintenant, quelle suite faut-il donner à cet événement ? Maintenant, surtout, je pense que ça doit être dans la conscience de chacun de nos concitoyens un marqueur, se dire ça c'est inacceptable. Nous ne devons pas l'accepter. Nous ne devons pas accepter l'antisémitisme. Oui. Nous l'avons remis hier au premier plan en disant que ce n'est pas une haine comme les autres, ce n'est pas des actes comme les autres. L'antisémitisme est le délitement de notre République. On a dit stop. Et comme d'habitude, mais probablement plus fort, probablement plus partagé, nous le dénoncerons à chaque fois qu'il se produit. Stop à l'antisémitisme, stop à tous les racismes, Sylvain Maillard. Et pourtant, hier, en regardant les rassemblements, en regardant les défilés, j'ai vu peu de jeunes, j'ai vu peu de membres de la diversité, entre guillemets. J'ai vu une population blanche, j'ai vu... Pas vous, Sylvain Maillard. J'ai vu des citoyens. Est-ce qu'il n'y a pas une France fracturée aujourd'hui ? J'ai vu des citoyens venir défiler à l'appel de la présidente de l'Assemblée nationale, à l'appel du président du Sénat, qui est venu manifester et dire stop à l'antisémitisme. Est-ce que nous devons continuer cette éducation ? Oui. Vous avez raison. Est-ce que nous devons encore plus parler à la jeunesse ? Oui, vous avez raison. Je pense qu'il y a des propos qui sont tenus, d'ailleurs, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui sont plutôt souvent plus occupés par la jeunesse, qui sont inacceptables, parfois par bêtise, parfois par manque de culture peut-être. En tout cas, c'est notre rôle, nous, responsables politiques, responsables associatifs, de dire que l'antisémitisme, ce que c'est, le redire. Vous savez, moi, il y a quelques... Oui. Rappelez-vous, en 2019, j'ai porté une résolution à l'Assemblée nationale pour définir ce qu'était l'antisémitisme. Décembre 2019. D'ailleurs, ça avait fait couler beaucoup d'encre, où je disais l'antisionisme est une forme d'antisémitisme. Rappelez-vous de ça. C'est très difficile de la faire adopter parce que ça avait suscité un débat profond, y compris dans notre hémicycle. 3 ans plus tard, personne ne la contesterait. Enfin, LFI, bien sûr, mais personne ne la contesterait en France. Et donc on voit qu'à un moment, l'éducation est importante et de dire les mots, dire ce que c'est. Oui, l'antisionisme est une forme d'antisémitisme. Est-ce qu'on peut se battre contre l'antisémitisme ? Est-ce qu'on peut se battre contre cette forme de racisme, tout en désapprouvant la politique conduite par le gouvernement israélien? Jean-Jacques Bourdin, si on prend juste une minute, l'antisémitisme, vous savez, j'ai présidé le groupe d'études sur l'antisémitisme lors de la dernière législature. L'antisémitisme est une haine, vous avez raison, mais elle est différente du racisme. Le racisme, c'est un sentiment de supériorité. L'antisémitisme, c'est un sentiment d'infériorité. C'est pour ça qu'il est génocidaire. C'est pour ça qu'il est encore plus dangereux. Et donc c'est pour ça qu'il est le ferment du délitement de notre République. Il faut le combattre partout. C'est un sentiment humain, l'antisémitisme. Comme le racisme, ce sont des sentiments humains qui sont en nous et qu'il faut combattre en permanence. Donc oui, il faut aller vers la jeunesse et leur dire que c'est un sentiment qui est inacceptable, qui est en eux, qui est inacceptable. Oui, mais on peut combattre et on doit combattre l'antisémitisme. On est bien d'accord, Sylvain Maillard. On n'est pas obligé parallèlement d'approuver la politique conduite par Benjamin Netanyahou. Bien sûr, mais vous savez, tous ceux qui ont été contre... Je veux dire, la limite entre l'antisionisme et l'antisémitisme est difficile à établir.
vous savez, c'est l'argument principal des opposants à cette résolution en 2019. Évidemment, d'ailleurs dans le texte, nous devons, c'est une démocratie Israël, nous devons dire ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Moi je suis pas du tout un copain de Benjamin Netanyahou, j'aime pas du tout sa politique. Mais je dois pouvoir, parce que c'est une démocratie, nous devons pouvoir contester n'importe quelle idée. Et évidemment c'est pas antisémite. Par contre, nier l'existence même d'Israël, on nie pas l'existence de l'Iran, de la Corée du Nord. Le seul pays dont on nie l'existence, ou certains nient l'existence, c'est Israël. Ça, c'est antisémite. Sylvain Maillard, à propos de la politique israélienne, à propos de la situation à Gaza, tergiversation. Vous allez me dire, tergiversation, je vais vous poser la question. Est-ce que Emmanuel Macron tergiverse ? Le vendredi, il s'exprime, aucune justification au bombardement, dit-il. Le lendemain, le gouvernement Benjamin Netanyahou intervient, et le dimanche, c'était samedi, et le dimanche, Emmanuel Macron dit oui, c'est vrai, je modifie légèrement mes propos, Israël a le droit de se défendre. Est-ce qu'il n'y a pas là une politique un peu de girouette ? La politique du président, elle est très claire et elle est partagée par l'ensemble de la majorité. Je vais le redire. Un soutien à Israël. Israël a le droit de se défendre et doit se défendre. 2, nos otages. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, nous ne parlons pas assez de nos otages. Nous avons des otages, y compris des otages français là-bas, qui vivent l'enfer à Gaza. Est-ce que le président de la République en a parlé ? Vous savez, le président de la République... Est-ce qu'il en a parlé depuis 3 jours ? Est-ce qu'on en parle de ces otages ? Est-ce que le président de la République en parle ? Est-ce que... Qui en parle ? Vous en parlez ce matin ? Nous n'en parlons pas assez. Je crois qu'à chaque fois qu'un élu de la majorité prend la parole, parle des otages, nous ne parlons pas assez de nos otages. N'oublions pas que c'est aussi le rôle d'Emmanuel Macron, c'est le rôle de la diplomatie française de négocier. Les négociations sont extrêmement difficiles. Je reçois régulièrement des familles d'otages à l'Assemblée nationale et je leur dis toujours la même chose. Dès que nous aurons des preuves de vie, n'importe quelle preuve de vie, nous leur communiquerons immédiatement. Les négociations sont extrêmement difficiles. Elles ont lieu à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez bon espoir ? Oui. Il faut toujours avoir l'espoir. Les négociations sont extrêmement difficiles, mais nous continuons et c'est un point essentiel qui est un point omnubilant pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'on va les sortir de cet enfer, nos otages ? Est-ce qu'on va les sortir de cet enfer ? On fera tout pour ça. On va chercher tous nos ressortissants, on va les chercher partout. Et oui, c'est une obsession, et c'est normal que ce soit une obsession pour la majorité, pour la ministre Colonna, mais aussi pour le président de la République. Emmanuel Macron qui a appelé à une pause humanitaire plusieurs fois, il a même parlé de cessez-le-feu, et pendant ce temps-là, Olaf Scholz, le chancelier allemand, dit le contraire de ce que dit Emmanuel Macron. Le contraire dit il ne faut pas de cessez-le-feu. Et s'il y a une pause humanitaire, ça correspond à un cessez-le-feu. C'est ce qu'il a dit. Où est l'Europe dans tout ça, Sylvain Maillard ? Les 4 points, je vous en ai donné 2. Les 2 autres points, oui, nous souhaitons une trêve humanitaire. Nous souhaitons une trêve humanitaire, d'abord pour les Gazaouis, pour pouvoir les ravitailler, parce que la situation est extrêmement difficile, et vous le savez, sur place, mais aussi pour avoir du temps de négociation pour nos otages. C'est important. Et puis nous souhaitons une solution politique qui ne sera possible que si les acteurs locaux le souhaitent. Moi, je l'ai toujours dit, la solution, elle ne viendra pas de Paris, elle ne viendra pas de New York, elle viendra des acteurs locaux. Évidemment, des Israéliens, des Palestiniens, mais aussi des pays de la région, et il faudra l'accompagner. C'est ce que propose le président de la République. Ces 4 points, nous n'avons jamais varié, le président de la République n'a jamais varié dessus, et donc nous continuons dessus. Emmanuel Macron n'était pas hier dans les rues de Paris, il n'était pas là. Est-ce que les absents ont toujours tort ? Je pense que la place du président de la République, d'un président de la République, n'est pas dans une manifestation. Et c'est une décision qui a été prise très tôt par Emmanuel Macron de ne pas participer. Il vous l'a dit très tôt. Il vous a dit tout de suite, dès que l'initiative a été connue. Oui. Il vous a dit, je n'irai pas. Oui, parce qu'il estime, et je crois qu'il a raison, que sa place n'est pas d'être, sa place en tant que président de la République n'est pas d'être dans les manifestations. Mais il a toujours dit, d'abord toujours soutenu cette initiative, et je peux vous le dire publiquement évidemment, mais aussi pour nous, dans l'organisation, auprès d'Yael Braun-Pivet, j'ai pu être le témoin, vraiment toujours la soutenir. Et puis cette lettre qui a été publiée dimanche matin, une lettre d'accompagnement, dire qu'il serait là en pensée, évidemment. Qui peut un seul moment nier l'engagement contre l'antisémitisme d'Emmanuel Macron ? Personne. Qui peut nier l'engagement d'Emmanuel Macron pour trouver une solution politique au Proche-Orient ? Personne. Sylvain Maillard, d'autres
d'autres ne se sont pas tus, d'autres responsables politiques. Et je pense à Éric Ciotti qui a critiqué en pleine marche l'absence d'Emmanuel Macron, et je pense à Éric Zemmour qui n'a pas arrêté de critiquer ceux qui étaient en tête de cortège parce que ceux-là ont fait venir des immigrés musulmans, et je pense à d'autres responsables politiques qui se sont exprimés. Une seule s'est tue, Marine Le Pen, vous l'avez constaté. Je crois que c'est dans le moment d'hier, c'était une erreur pour les deux responsables politiques dont vous avez parlé, de commenter, de faire de la politique sur un moment de sursaut républicain. Les politiques doivent se taire, parfois. Dans ce moment-là, vous savez quoi, je le pense profondément, je pense que nous parlons trop. Je vais vous dire, d'une façon générale, nous parlons trop. Les Français, ce qu'ils nous demandent, c'est d'agir. D'être efficace. C'est ça qui nous demande. Emmanuel Macron parle trop aussi. Sylvain Maillard, non ? Je pense que nous parlons, moi-même sûrement, je pense que les politiques en général, nous parlons trop, et les Français, ce qu'ils nous demandent, c'est d'être efficaces. Nous avons la chance d'être au gouvernement, nous avons la chance d'être la majorité, nous devons être efficaces, nous serons jugés que là-dessus. Juste un mot sur la présence de Marine Le Pen dans ce cortège. Moi, je l'ai regretté, je l'ai dit publiquement. Je l'ai dit parce que je n'oublie pas ce qu'est le Rassemblement national. Je n'oublie pas d'où vient le Rassemblement national. Je n'oublie pas le Front national. Je n'oublie pas les racines antisémites. Et donc, c'est racheter une sorte de virginité. Mais qui s'est bien tenu hier ? Elle, d'autres, et elle. C'est pas un concours, une manifestation, c'est pas un concours de qui est le bon élève. C'est d'où on vient. Pour quelle cause nous nous battons. Je suis pas sûr que le Rassemblement national, enfin j'en suis même à peu près certain, c'est pas eux les garants de la lutte contre l'antisémitisme. Rappelez-vous l'histoire de ce mouvement. On n'oublie pas, je n'oublie pas. Le Durafour crématoire, je n'oublie pas. Le point de détail, je n'oublie pas. La réédition des chants de la Wehrmacht, je n'oublie pas. C'est ça le Rassemblement national aussi, c'est ça leur histoire. Jean-Luc Mélenchon, lui, qui critique, qui dit que c'est un échec. Je crois que c'est pathologique, là. Pathologique. Je pense que Jean-Luc Mélenchon ne peut plus supporter qu'une seule journée dans la vie de nos concitoyens, on ne parle pas de lui. Je pense que ça devient presque pathologique. Pathologique. Bah oui, parce que quand vous regardez... Quelle maladie ? Quelle est cette maladie mystérieuse, cette pathologie mystérieuse, Sylvain Maillard ? Je ne suis pas psychologue ou psychiatre. Oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à un moment, on peut être amené à se poser des questions sur le fait de ce besoin en permanence de faire 3 tweets par jour, d'être au cœur de tout, de vouloir en permanence chercher les fractures dans la société. Je pense que c'est pas pathologique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un fond ? Je pense à David Guiraud, par exemple, qui est député LFI, qui est en Tunisie, qui participe à une conférence et qui tient des propos négationnistes. Sylvain Maillard, négationnistes. Ce sont des propos négationnistes. D'ailleurs, ma collègue Violette Spilbou a déclenché un article 40 pour demander au procureur de faire une enquête sur la levée de son propos. Immunité parlementaire. Déjà qu'une enquête soit lancée, et puis après nous verrons et nous verrons ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les propos qu'il a tenus sont clairement, vous l'avez dit, parfaitement caractérisés, sont négationnistes. C'est du même ordre de ce qu'on a connu avec Forisson. C'est la même chose. C'est le même genre de typologie de propos. Guiraud, Forisson, même combat. C'est la même racine, c'est-à-dire que c'est l'idée de toujours remettre tout en cause, qu'au fond, la victime, le témoignage d'une victime ne compte pas. Le témoignage d'une victime, c'est ce qu'on a connu au moment de la Shoah. Au moment de la Shoah, les victimes de la Shoah sont rentrées, ont mis des dizaines d'années à pouvoir parler en se disant « on ne nous croira pas ». Là, on est 1 mois après l'attentat du 7 octobre, qui est terrible, avec des images terribles, peut-être nous en parlerons, des actes terribles, lui remet en cause la parole de ceux qui l'ont vécu il y a 1 mois. Ça, c'est du négationnisme. Film des atrocités commises le 7 octobre, diffusé demain à l'Assemblée nationale, vous irez, 17h30. Oui, tous les députés sont conviés. Tous les députés sont conviés, c'est une projection privée, au sens de... Il est important que ces images qui sont terribles, extrêmement dures, n'ont pas vocation à être diffusées au grand public, mais nous avons proposé, c'est d'ailleurs mon collègue Mathieu Lefebvre, le président du groupe d'amitié France-Israël, qui est à l'origine de cela, à tous les députés. Et donc ce sera intéressant de voir quels députés viennent, quels groupes viennent. Même si, évidemment, les images sont très dures et on peut comprendre que certains d'entre nous ne souhaitent pas, ne s'en sentent pas capables
d'assumer des images pareilles. Mais on va voir un peu les groupes politiques qui viennent. Je suis très curieux de voir ça. Sylvain Maillard, parlons d'autre chose. Le projet de loi immigration, 11 décembre à l'Assemblée nationale, demain vote solennel au Sénat. Un texte de droite est sorti du Sénat ? Moi, je n'ai pas qualifié le texte du Sénat. Moi, je sais le texte que nous allons voter, que nous allons porter. Rééquilibrage ? Moi, je suis pas dans l'équipe. Moi, je suis Jean-Jacques Bourdin. Je suis pas dans l'équipe. Je suis dans un texte d'efficacité. D'abord, c'est un texte qui vise à simplifier les procédures pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France puissent retourner de façon plus facile et plus massive dans leur pays d'origine. C'est d'abord ça, ce texte. Et nous voulons des mesures d'efficacité. Nous voulons également, vous en avez parlé, ou on en parlera sur l'article 3, article 4, je vais vous en parler. Qui sont évidemment des mesures d'efficacité. Faire en sorte que ceux qui viennent bosser... Ils ont disparu au Sénat, ces deux articles. Oui, mais ils reviendront... Remplacés par un autre article qui est assez intéressant. D'ailleurs, le salarié, j'explique pour celles et ceux qui ne sauraient pas, le salarié qui voudrait être régularisé pourra demander lui-même sa régularisation. C'est le préfet qui décidera. Ça, c'était ce qu'il y avait dans l'article. Vous avez tout à fait raison. C'était déjà ce qu'il y avait dans l'article 3. Ce qu'ils ont enlevé, en fait, c'est le côté... dans le travail qu'ils ont fait, en fait, ils l'ont rendu vraiment à la main du préfet. Oui, à la main du préfet. Et qu'au fond, nous, ce que nous avons mis dans l'article 3... Et à la main du salarié. Ce n'est plus l'employeur qui demandera la régularisation. Alors ça, c'est pareil, c'était une grande différence qu'on avait mis dans l'article 3. C'est important que ce soit l'employeur qui puisse le demander, mais aussi le salarié, parce qu'on sait que certains employeurs se comportent de façon pour le moins indélicate avec ses salariés. Donc c'est important pour nous. Ça, nous le rétablirons, mais de façon plus massive. On est en train de travailler sur une rédaction qui nous permette d'être plus efficace. C'est-à-dire plus massive. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, aujourd'hui, le salarié demande. Chaque préfet fait un peu ce qu'il veut. Oui. Et le préfet, en fait, la seule variable d'ajustement qu'il a à l'heure actuelle, du fait de la circulaire Valls, c'est toujours sur le travail. Si vous voulez, la plupart des étrangers qui viennent en France, c'est par exemple pour les étudiants. Oui. Donc ça, c'est le gros de... Les préfets ne peuvent rien faire dessus. La seule chose sur laquelle il peut agir, le regroupement familial, c'est assez automatique. Oui. Par contre, la seule chose où il peut agir, c'est l'immigration de travail. Oui. Nous, on dit que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il doit y avoir des critères très précis sur l'immigration de travail. Ensuite, pourquoi pas que le préfet puisse garder la main pour dire non. Est-ce que vous garderez le texte du Sénat sur Non, nous allons faire une proposition que j'espère les sénateurs pourront accepter dans une commission mixte paritaire ensuite. Nous sommes en train de travailler dessus. Peut-être je reviendrai vous en parler. Je vous donne quelques informations dessus en disant nous voulons des critères très précis dans la loi. Nous voulons que les critères de régularisation soient dans la loi. Par contre, qu'il y ait le préfet qui soit capable de dire oui ou non. Ça nous semble plus logique et plus équilibré, mais surtout, Jean-Jacques Bourdin, surtout plus efficace. Parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas assez efficace. Alors, j'ai lu Sacha Houillet, qui est le président de la commission des lois, qui est dans votre majorité, qui dit « Nous rétablirons tout le texte initial ». Est-ce que vous dites la même chose ? Nous rétablirons pas tout le texte initial parce qu'il y a des choses sur lesquelles d'ailleurs avec Sacha nous travaillons pour améliorer le texte et c'est le rôle des parlementaires d'améliorer le texte. Oui. Mais l'esprit de l'article 3 dont nous venons de parler, nous rétablirons dans le sens que je viens de vous mentionner. Et l'AME ? L'AME, d'abord, c'est un cavalier législatif. Juste pour vos auditeurs, comprendre que ça ne fait pas partie du texte. Et donc, le Conseil constitutionnel... Et on se demande ce que ça fait dans ce texte. Le Conseil constitutionnel sûrement l'enlèvera du texte. Mais c'est d'un point de vue juridique. Moi, ce dont je voudrais parler... Ne l'enlevez pas du texte. Mais nous allons voir, les discussions parlementaires vont discuter. Vous pourriez retirer l'AME du texte ? En tout cas, ce dont je suis certain, c'est que le Conseil constitutionnel l'enlèvera à la fin. Oui, d'accord, mais vous pourriez précéder le Conseil constitutionnel et retirer l'AME du texte ? On pourrait évidemment retirer l'AME du texte. En fait, la discussion... Est-ce que vous allez le faire ? Je vais aller jusqu'au bout du raisonnement. Alors, allez-y. Nous, on n'a pas de totem. On peut parler de l'AME. On est déjà revenu dessus, donc c'est l'aide médicale d'État. Oui. On peut revenir dessus, on peut discuter sur le panier, on peut discuter sur les modalités. Nous, il n'y a pas de souci, on l'a déjà fait avec Édouard Philippe il y a quelques années. On peut en parler sans aucun souci. On a d'ailleurs un rapport qui a commandé la Première ministre, Évin Stefanini, qui nous sera rendu le 2 décembre. Exact. On va regarder si on peut l'améliorer. Nous, il n'y a pas de totem là-dessus. Mais le Sénat l'a remplacé par l'AMU. Mais nous avons besoin... d'urgence. Nous avons besoin, nous assumons
d'une aide médicale d'État. C'est très important, d'abord, d'un point de vue... Donc vous ne voulez pas de ce qu'a voté le Sénat. Vous ne voulez pas de ce qu'a voté le Sénat. Nous ne voulons pas de ce qu'a voté le Sénat. Nous pensons que c'est essentiel de garder une aide médicale d'État, parce que ça protège évidemment la personne, l'étranger, c'est un droit humain, mais aussi ça nous protège, nous, dans la société. De savoir que l'autre est soigné nous protège, donc c'est notre intérêt aussi. Donc nous allons regarder dans le détail, évidemment, peut-être dans les procédures, est-ce que ça arrive trop tard, est-ce que ça arrive trop tôt, le droit à l'AME, peut-être c'est trop long. Regardons, étudions donc, ce que va nous dire deux solutions, mais trois solutions. Il y a ce rapport. Oui. Vous regarderez ce que dit le rapport. 2 décembre. Deuxième solution, on rétablit l'AME, puisque le Sénat l'a supprimé. Troisième solution, on retire l'AME du texte. Oui, on peut dire ça, mais enfin, en tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que nous ne toucherons pas à l'AME. Pour nous, c'est fondamental. Nous ne toucherons pas à l'AME de toute façon, mais on peut regarder dans les procédures si on peut les améliorer. Il n'y a pas de totem. Vous savez, dans la majorité présidentielle, il n'y a pas de totem. Ce n'est que de l'efficacité. Alors, un autre point du projet de loi qui m'intéresse beaucoup, la fin des allocations familiales et APL pour les étrangers en situation régulière vivant en France depuis moins de 5 ans. Vous maintenez cela ou pas? Ça, c'est pareil. Ça fait partie des cavaliers de ce texte. Encore une fois, on peut parler de tout et nous n'avons pas de bloquant. Mais nous maintenons l'idée qui est assez simple, c'est de faire en sorte que de mieux accompagner ceux qui sont sur notre sol, qui ont le droit d'être sur notre sol. On va donner par exemple des cours de français, on va vraiment être beaucoup plus strict sur les cours de français, avec des vrais profs qui donnent des cours de français, avec des tests. Ce sera d'ailleurs le cas aussi pour le regroupement familial, où ça c'est le pacte asile-immigration, parce qu'on est, on est dans un domaine européen en réalité. Oui. On ne pourra pas venir en France si on ne maîtrise pas le français, et ça je pense que ce sera une vraie avancée. Sylvain Maillard, je suis là depuis 4 ans, je suis en situation régulière, je n'ai pas droit aux allocations familiales. Ce qu'a proposé le Sénat, c'est de faire en sorte que si vous avez tous vos recours, donc les 12 recours à l'heure actuelle, ça va passer à 3 recours. C'est pour ça qu'on va être plus efficace. Oui, 3 recours. C'est qu'au bout de tous les recours, si la situation montre que vous êtes en obligation de quitter le territoire, probablement toutes les aides doivent s'arrêter. C'est la discussion que nous aurons au sein de l'hémicycle. On va regarder aide par aide. On va essayer de faire quelque chose d'extrêmement efficace. Un dernier mot, PPL, proposition de loi déposée en décembre sur la modification du mode de scrutin pour les 3 grandes villes françaises que sont Paris, Lyon et Marseille. C'est vous qui allez déposer cette PPL, votre groupe Oui, c'est un engagement que j'ai pris il y a déjà plusieurs mois. Nous sommes en train de travailler sur une proposition avec un principe très simple. Pourquoi voter de façon différente à Paris, Lyon, Marseille? Il faut le même mode de scrutin que dans n'importe quelle autre ville de France. Alors ça demande des ajustements parce que les villes ont évolué de façon différente dans leur mode de scrutin. Nous proposerons un texte en décembre. J'irai voir avec mes collègues députés l'ensemble des acteurs politiques de Paris, Lyon, Marseille pour présenter le texte. Pourquoi pas l'amender? Et nous le porterons au cours de l'année 2024. Et je souhaite qu'il soit voté définitivement avant la fin de l'année 2024. Avant 2026, donc. Prochaine bien avant élections. 2026, j'espère, avant la fin de 2024. Avant la fin de 2024. Du jeu électoral soit parfaitement connu de tous. Vous serez candidat à la mairie de Paris? Vous savez, je l'ai toujours dit, Jean-Jacques Bourdin, je déteste vraiment une chose, c'est qu'on parle candidature alors que nous devons construire un projet. J'ai porté ça, j'ai été élu président de Renaissance aussi pour ça, faire arrêter la course des petits chevaux. Nous devons avant tout bâtir une espérance pour les Parisiens pour devenir candidat. Quand on porte un projet en général. Vous savez, mon engagement pour Paris, c'est de porter autre chose. Je pense que le pouvoir d'Anne Hidalgo à Paris est usé. Ça fera 25 ans qu'elle est là. Ça vous a choqué son voyage à Tahiti Oui, choqué, c'est un moindre mot. C'est un moindre mot. Je pense qu'il y a des explications un peu plus fournies à donner sur pas que ce voyage-là, l'ensemble des voyages d'Anne Hidalgo et des adjoints. Je pense que maintenant, il faut revenir à autre chose. J'avais porté l'idée de réenchanter Paris. Oui. Nous porterons un projet, nous porterons la majorité présidentielle, nous porterons un projet qui donnera envie aux Parisiens de venir voter en 2026 et porter autre chose. C'est pour que ce projet soit approuvé par... mais Jean-Jacques Bourdin, nous voulons gagner Paris en 2026, très clairement.
Nous voulons gagner Paris. Mais pour le moment, la candidature n'est pas à l'ordre du jour. Dernier mot. Les européennes, on ne connaît toujours pas la tête de liste de Renaissance aux européennes. Christiane Lambert. Je vous dis ça parce que le nom de Christiane Lambert circule un peu partout, l'ancienne présidente de la FNSEA. Vous savez, toutes les semaines, il y a un nouveau nom qui circule. Je vais vous dire très clairement, Jean-Jacques Bourdin, d'abord, c'est pas que Renaissance, c'est la majorité présidentielle qui portera un candidat. Nous le donnerons en janvier. En janvier. Nous avons le temps, c'est en juin, les élections. Ne nous précipitons pas. On a commencé la campagne, on est en pré-campagne, on organise un peu partout. Vous ne vous inquiétez pas, on fera. Vous savez, on joue pour nous, c'est extrêmement important l'Europe. Ça ne m'empêche pas de dormir. Mais c'est dans notre ADN. Je vous dis tout de suite. Les élections européennes, pour nous, c'est pas une élection parmi d'autres, c'est une élection fondamentale. L'Europe, c'est au cœur de notre ADN politique. C'est la dernière grande élection avant la présidentielle de 2027. Au-delà de ça. Beaucoup des solutions pour les Français sont en Europe. On parlait tout à l'heure d'immigration, c'est en Europe. Et donc nous porterons l'Europe parce que nous sommes des Européens. Merci Sylvain Maillard. Merci. Il est 8h59.